Bien, dans cette introduction à la macroéconomie qui fait écho à la partie sur l'intervention de l'État et sur la crise de 1929, donc j'ai ici introduit grossièrement dans un premier temps les idées d'un économiste, John Maynard Keynes, qui, suite à la crise de 1929, a proposé une analyse novatrice et qui s'est imposée d'ailleurs par la suite comme étant dominante et dominant la sphère de la pensée économique, là où avant on peut dire que la partie de la microéconomie dominait. Avec Keynes, on a eu un nouveau paradigme. Un paradigme, c'est un mot un peu compliqué, mais qui signifie un paradigme, c'est une somme de propositions scientifiques considérées comme valables, comme dominantes. La pensée économique, un paradigme n'est jamais définitif, il peut être remis en question, mais là on peut dire qu'on a eu un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses, l'analyse de Keynes. Et ce qui était novateur dans l'analyse de Keynes, eh bien, une nouvelle méthode qui était celle de la macroéconomie. Donc la macroéconomie, la définition la plus simple qu'on puisse en donner, c'est tout simplement l'étude de l'économie considérée comme un tout. On ne s'intéresse pas au comportement individuel en particulier, comme Adam Smith par exemple l'avait fait, rappelez-vous, avec la main invisible, chaque individu poursuivant son intérêt personnel. Non, pas du tout. Là, avec Keynes, on a une nouvelle méthode qui va être une approche globale au niveau national, au niveau agrégé, comme on dit. Agrégé, ça veut dire agrégation, ça veut dire additionner. Agrégé, additionner, eh bien, la macroéconomie, c'est ça. Et puis un nouvel outil, évidemment, on va voir pourquoi la comptabilité nationale. Tout simplement parce que à partir du moment où on veut agir, où l'État doit agir dans l'économie, pour réguler la conjoncture, il lui faut des instruments pour voir les conséquences tout simplement des décisions que l'État va prendre. Donc là, en général, moi j'utilise cette image d'un cockpit, un 747 par exemple ici, dans lequel Keynes recommande que maintenant, désormais, dit-il, on va pouvoir piloter l'économie un peu comme on pilote un avion, avec des indicateurs. Alors là, par exemple, chacun des indicateurs qu'on voit ici donne des informations au pilote. Ça va être les indications données par la comptabilité nationale, par l'INSEE, par les statistiques. Là, par exemple, on va avoir le taux de chômage. Là, par exemple, on va avoir le taux d'inflation. Là, on va avoir le taux d'investissement. Là, on va avoir le taux d'utilisation des capacités de production. La petite manomètre ici, ça va être l'évolution des taux d'intérêt. Ça va être l'évolution de l'investissement, etc., etc. Donc on a des informations, et en fonction de ces interventions, de ces informations, on espère que le pilote sera capable, alors donc typiquement le chef du gouvernement, sera capable de prendre des bonnes décisions et piloter avec des outils. Alors là, le manche ici, ça pourrait être par exemple, je ne sais pas moi, la politique, l'orientation, le cap donné par le président de la République. La mallette rouge qu'on voit ici, ça peut être la politique budgétaire, le budget de l'État. La petite mallette qu'on voit ici, ça sera la politique monétaire. Ici, le petit bouton ici, ça sera le taux de change. Ici, ça sera peut-être le petit bouton qui est juste là, la politique des revenus. Ici, ça sera cette petite manette là, juste ici, ça pourrait être par exemple le contrôle des prix. Bref, on verra toute une panoplie d'outils qui permettent de piloter l'avion. Donc avec Keynes, on peut et on doit piloter l'économie nationale. Donc à partir du moment où on a de la macroéconomie, donc c'est nouveau, on est dans les années 30, l'ouvrage de Keynes remonte à 1936, il va falloir une révolution intellectuelle pour essayer de mesurer justement toute la production nationale. Ce qui fait que justement la production nationale, parlons-en, qu'est-ce que c'est que la production? Cette question elle a l'air toute simple, et pourtant, on va le voir, c'est pas quelque chose qui a été si simple à définir. À partir de quand on peut dire qu'il y a eu un travail productif? Alors il se trouve que la définition de la production, elle a évolué au cours du temps. Si on regarde les premiers économistes, par exemple des gens comme François Quesnay, le chef de file des physiocrates au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, voilà, pour eux, les physiocrates, la production est tout ce qui provient de la terre. Donc pour eux, l'acte de produire, c'était d'extraire de la terre des choses que la terre nourricière pouvait apporter. Donc typiquement les produits agricoles, la pêche, le minerai, tout ce qui vient des mines par exemple. Donc tous ces éléments-là,
En langage moderne, on pourrait dire c'est ce qu'on appelle le secteur primaire, hein, si on s'intéresse à la définition de Colin Clark, cet économiste anglais qui avait défini l'activité économique en trois parties, le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur primaire était tout ce qui a été extrait de la terre, le bois, les produits agricoles, les produits miniers, etc. Eh bien, pour les physiocrates, la production est ce qui vient de la terre. Et quand on transforme ce qui vient de la terre, eh ben, disait-il, ce n'est pas une vraie production. Non, non, c'est juste quelque chose, on a juste transformé ce que la nature a proposé. D'ailleurs, François Quesnay disait, Dieu seul est producteur. Hein. La nature assimilée à Dieu était la seule façon de produire. Eh bien, contre cette conception un peu restrictive, eh bien, un autre économiste, Adam Smith, qui a pourtant rencontré les physiocrates, hein, il a été à Versailles, il a rencontré François Quesnay, il avait une grande admiration pour les physiocrates, mais bon, il n'a pas tout recopié, en tout cas il s'est inspiré d'eux, mais pas complètement, il s'en est détaché notamment sur la conception de la production. Pour Adam Smith, la production et la fabrication de biens matériels. Autrement dit, extraire des choses de la nature, c'est très très bien, mais transformer ces choses, ce qu'on appellerait en langage moderne le secteur secondaire, eh bien c'est aussi de la production. Donc en langage moderne, avec Adam Smith, le secteur primaire c'est de la production, le secteur secondaire c'est de la production, mais les services, oh non, Adam Smith, là, il est très, très ambigu, enfin pas très ambigu, assez clair en fait. Il dit que, par exemple, le travail des artistes, c'est très utile, mais c'est pas une activité productive. Voilà, parce qu'on voit pas ce qu'ils font. Un jongleur hein, qui fait un petit spectacle, eh bien, oui, c'est utile, c'est distrayant, c'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas une activité productive. Donc, il élargit la définition de la production des classiques, des physiocrates, mais il élargit en omettant, en tout cas en considérant que l'activité de service n'est pas productive. Il faut attendre pour cela un troisième économiste, ici Jean-Baptiste Say. Alors Jean-Baptiste Say, là encore, il a été en Angleterre, il a lu Adam Smith, il ne l'a pas rencontré, mais il l'a lu, c'est lui qui a importé le bouquin d'Adam Smith, Enquête sur les causes de la nature, Enquête sur les causes et la nature de la richesse des nations d'Adam Smith, il l'a traduit, il l'a importé en France. Jean-Baptiste Say était lui-même un des professeurs d'économie, probablement le premier professeur d'économie en France. Et dans son bouquin d'économie politique, Traité d'économie politique de 1803, il écrit que la production n'est pas une création de matière, mais une création d'utilité. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a quelque chose de matériel, comme le pensait Adam Smith, qu'on a uniquement de la production. Non, non, même quand c'est immatériel, c'est de la production. En langage moderne, on pourrait dire que les services sont considérés comme étant une activité productive. Et tout au cours du 19e siècle, alors, la position de Jean-Baptiste est très moderne, c'est un précurseur de ce point de vue-là, puisqu'à la fin du 19e siècle, les néoclassiques, les marginalistes, comme on les appelle, Léon Walras ici, j'ai tronqué la citation qui était un peu longue ici, je suis d'accord avec JB, il était parfaitement d'accord avec Jean-Baptiste Say, puisque Léon Walras, dans son traité d'économie politique de 1874, pardon, je me suis trompé, j'ai oublié un mot important, traité d'économie politique pure, chez Léon Walras, en 1874, il écrit que la matérialité ou l'immatérialité n'importe en aucune manière quand on parle de production. Donc il est totalement d'accord, même quand on produit quelque chose d'immatériel, c'est considéré comme de la production. Donc on peut dire qu'avec Jean-Baptiste Say, précurseur et ensuite les marginalistes, les services appartiennent également au secteur de la production. Et donc à l'époque moderne, si on demande à l'INSEE, si on va sur le site de l'INSEE, qu'est-ce que c'est que la production ? La définition est la suivante. La production est l'activité économique socialement organisée, consistant à créer des biens et des services, s'échangeant habituellement sur le marché, obtenus à partir de facteurs de production s'échangeant sur le marché. Donc cette définition, elle est assez claire, assez complète. Elle fait référence d'une part au marché, l'offre et la demande, donc il y a un échange des offreurs et des demandeurs, d'une part, et d'autre part, explicitement des biens et des services. Les biens, c'était les produits matériels qui venaient de la terre, ça pouvait être également la fabrication des biens matériels, secteur primaire et secondaire, et avec Jean-Baptiste Say, le secteur des services. Donc l'INSEE s'est rallié à la définition la plus large de la production que l'on pouvait avoir. Donc à partir de là, voilà ce que c'est que la production. On verra que
Mesurer la richesse d'un pays à sa production est une erreur de méthode, et on verra comment les comptables nationaux, on verra ça dans une autre vidéo, comment est-ce qu'ils ont essayé de mesurer cette production. Voilà, voilà pour ce premier tuto sur introduction à la macroéconomie. Prochain tuto sur une autre notion, la notion de valeur ajoutée.